Ils ont ri en privé lorsque la nouvelle est tombée, un milliardaire vieillissant, atteint d'une maladie incurable, avait adopté 5 garçons sans abri. Le monde s'est moqué, pensant qu'il s'agissait d'un coup de pub ou d'un ultime acte de folie. Mais le destin, comme c'est souvent le cas, avait des plans que personne ne pouvait prédire. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, j'adore voir jusqu'où les histoires peuvent voyager. Maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet. Une mince enveloppe de manille trônait, menaçante, sur le bureau en acajou poli d'Alexander Morgan, sa présence plus pesante qu'elle n'en avait l'air. Le papier, intact et silencieux, portait un poids qu'aucun bâtiment de son vaste empire immobilier n'avait jamais eu. À travers les immenses baies vitrées de son bureau en attique, perché au-dessus de Manhattan, la ville scintillait telle une galaxie enfermée dans du verre. L'éclat extérieur ignorait la tempête qui faisait rage à l'intérieur de l'homme qui avait tout conquis, sauf le temps. 3 mois, murmura Alexandre, les mots cassant dans le silence. Sa voix, autrefois capable de faire taire les conseils d'administration et de faire bouger les marchés, était désormais fragile, creuse. 3 mois à vivre. Le diagnostic flottait dans l'air, telle la fumée s'échappant d'un feu éteint depuis longtemps. Il rejoignait les fantômes de conversations jamais eues, d'enfants jamais nés et de l'épouse dont l'absence était encore douloureuse. À 58 ans, Alexander Morgan était l'architecte d'un empire mondial. Le nom Morgan Investment, il se dressait fièrement au sommet de tours dans 12 pays. Sa fortune était de celles qui pouvaient influencer les politiques, renverser des industries et financer des révolutions. Et maintenant, elle ne signifiait plus rien. Il desserra le nœud de sa cravate en soie de créateur et se servit une généreuse dose de scotch trentenaire, un plaisir censé réconforter. Mais tandis que le liquide ambré scintillait au dernier rayon du soleil, il n'offrait aucun réconfort. Il avait un goût de cendre. « Que ai-je construit, vraiment » murmura-t-il d'une voix brisée. Les portraits accrochés au mur des œuvres d'art modernes, estimés à des millions, n'offraient aucune réponse. Élisabeth, sa défunte épouse, était décédée de la même cruelle maladie 5 ans plus tôt. Ils avaient parlé une fois ou une seule fois d'avoir des enfants, mais le moment n'avait jamais été propice. Les affaires d'abord. La croissance. L'expansion. Toujours croire un jour, viendrait. Maintenant, un jour, n'était plus là. Il s'approcha de la vitre, observant le monde miniature en contrebas, des gens comme des fourmis zigzagant entre les phares, traversant les intersections, serrant leur tasse de café, courant après les minutes et le sens. Combien d'entre eux avaient quelqu'un qui les attendait à la maison? Combien étaient aimés? Besoin. La révélation le frappa comme une lame, personne ne l'attendait. Personne ne pleurerait cet homme, seulement la fortune. Les souvenirs revinrent, son enfance dans un appartement délabré du Bronx, l'odeur du moisi et l'ambition. Sa mère, acharnée et épuisée, jonglant entre 3 emplois. Son père, disparu depuis longtemps. La bourse qui avait tout changé. Son ascension fulgurante. Les murs qu'il avait construits. Il avait appris très tôt que la vulnérabilité était un handicap. L'amour, une distraction. Il avait scellé son cœur derrière des contrats, des fusions et des accords. Et il avait réussi froidement, mais brillamment. Son téléphone vibra, rappelant une nouvelle réunion d'acquisition. Une nouvelle étape dans une course sans fin déjà gagnée. Un autre milliard qui lui survivrait, mais qui ne signifierait rien. Alexander Morgan, maître des empires, mourait seul. Il posa son verre intact, rajusta sa cravate et rassembla ses papiers. Le masque d'acier du magnate des affaires lui revint. Mais quelque chose s'était brisé ou quelque chose de profond, d'irréparable. Il entra dans l'ascenseur privé. Et dans cette descente silencieuse, il n'a fait une promesse à personne d'autre qu'à lui-même. Ces derniers mois seraient importants. Il ne savait tout simplement pas encore comment faire. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, non seulement sur son bureau, mais sur la coquille d'une vie qu'il avait prise pour un but. Plus tard dans la soirée, il assista à un gala de charité ou à un défilé de diamants, de champagne et de sourires superficiels. C'était étouffant. Alexandre était assis à l'arrière de sa limousine, tandis que la ville défilait dans des traînées de lumière. Son chauffeur attendait ses instructions. « Prends la prochaine à droite, James, dit-il brusquement. J'ai besoin d'un chemin plus court pour rentrer. » James cligna des yeux. « Oui, monsieur. » Ils débouchèrent dans un quartier plus calme de la ville, familier et pourtant oublié. Les trottoirs ici portaient le poids d'histoires différentes. C'est à ce moment-là qu'Alexandre remarqua du mouvement dans une ruelle entre 2 vieux bâtiments.
Arrêtez-vous. Monsieur, êtes-vous sûr? Arrête. 1 minute. Malgré l'inquiétude de son chauffeur, Alexandre sortit dans l'air glacial de décembre. Le vent transperçait son manteau. On annonçait de la neige avant l'aube. Il marcha vers l'allée. Sous l'ombre, 5 silhouettes apparurent, des garçons emmitouflés dans des manteaux en lambeaux, blottis les uns contre les autres, utilisant du carton et des journaux pour se protéger du froid. Le plus âgé ne devait pas avoir plus de 15 ans. Le plus petit? À peine 8 ans. Ils se redressèrent instantanément, tendus. Prêts à courir. Je ne suis pas la police, dit doucement Alexandre en levant les mains dans un geste de paix. L'aîné se plaça devant les autres comme un bouclier. On ne cause pas de problème. Le propriétaire a dit qu'on pouvait rester jusqu'au début des travaux. Encore quelques semaines. Alexandre s'imprégna de la scène, l'ordre de leurs affaires, la façon dont ils l'observaient. Leurs yeux perçants. Vigilants. Fiers, même dans la pauvreté. Comment vous appelez-vous? Silence. Puis, finalement, je suis Ethan, dit l'aîné. Et eux, c'est Tyler et Thomas, ajouta-t-il en désignant d'un signe de tête deux garçons identiques, les bras croisés en harmonie. C'est Lucas, fit-il en désignant un garçon nerveux tenant un carnet de croquis. Et Dylan, dit-il doucement en désignant le plus petit, dont les yeux étaient si grands qu'ils semblaient s'imprégner du monde. Frère, demanda Alexandre. Pas par le sang, répondit Ethan. Par choix. Quelque chose vacilla dans la poitrine d'Alexandre. Une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il va neiger ce soir, dit-il après une pause. J'habite à proximité. Il y a des lits. De quoi manger. Du chauffage. Leur suspicion fut immédiate. Sans engagement, ajouta-t-il. Juste pour ce soir. C'est Noël, après tout. Les garçons chuchotaient entre eux. Ethan l'observa, l'évaluant. Finalement, il hocha la tête. Une nuit. On reste tous ensemble. On peut partir quand on veut. Bien sûr. 20 minutes plus tard, Alexander Morgan, qui n'avait jamais eu ne serait-ce qu'un chien, se tenait dans le hall de son appartement, regardant 5 garçons sans abri entrer dans son domaine. Ils se blottirent les uns contre les autres sous des lustres en cristal, bouche bée devant les canapés en velours et les luminaires dorés, tels des enfants entrant dans un rêve. Ce qui, à bien des égards, était le cas. La cuisine est approvisionnée, dit doucement Alexandre. Les chambres sont au bout du couloir. La salle de bain a des serviettes propres, des brosses à dents, tout. Je serai dans mon bureau. Alors qu'il se retournait pour s'éloigner, une petite voix l'arrêta. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Dylan d'une voix faible mais claire. Alexandre hésita. Je n'en suis pas sûr, dit-il. Puis, après un moment, parce que je peux. Cette nuit-là, alors qu'il était assis dans son bureau, entendant l'écho lointain d'un rire et d'un mouvement pour la première fois depuis des années, une pensée prit forme. Un plan. Impossible. Scandaleux. Et pourtant, cela semblait juste. Demain, murmura-t-il en attrapant son téléphone. Appelle les avocats. Le Penthouse, autrefois un monument stérile dédié à la solitude, commençait à peine à ressembler à quelque chose de plus. Une maison. Les échos des jeunes voix résonnaient dans les couloirs de marbre, rebondissant sur les colonnes polies et les meubles de luxe, perturbant la majesté tranquille de la maison. C'est de la folie, murmura Harold Winters, l'avocat de confiance d'Alexander Morgan depuis plus de 2 décennies, alors qu'il s'appuyait contre la porte du bureau, observant les enfants avec des yeux méfiants. Les 5 garçons se déplaçaient comme un seul organisme, rarement séparés, instinctivement coordonnés. La tutelle temporaire, c'est une chose, mais l'adoption? Les 5? Dans votre état? Alexander ne quittait pas les enfants des yeux. Il observait les jumeaux Tyler et Thomas examiner chaque objet de la pièce avec une concentration analytique, soulevant des gadgets et inspectant les recoins avec la curiosité d'ingénieur. Lucas caressait la porcelaine gravée d'un vase Ming avec ses doigts, tel un artiste étudiant ses coups de pinceau. Ethan faisait les 100 pas, cartographiant silencieusement les sorties et les objets de valeur, l'esprit toujours en alerte. Et le petit Dylan, le plus jeune, absorbait chaque détail comme s'il apprenait à mémoriser un nouveau monde. C'est précisément pour ça, Harold, répondit Alexander d'une voix posée, la voix teintée de fermeté. Rédige les papiers.
3 jours après le début de leur nouvelle vie commune, le calme fragile était déjà rompu. Un vase précieux avait péri lors d'un combat de catch chaotique. Alexandre avait craqué brusquement, furieusement, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. La réaction d'Ethan avait été rapide et tactique. Il avait appelé à une manifestation silencieuse. Aucun des garçons n'adressa la parole à Alexander pendant le reste de la journée. La 4e nuit, Alexander trouva Dylan accroupi près de la porte du bureau, les doigts manipulant une épingle à cheveux à l'intérieur de la serrure. « Qu'est-ce que tu fais » La voix d'Alexandre résonna dans le couloir sombre. Le garçon sursauta, surpris. « Je voulais juste voir tes livres. » « Tu aurais pu demander. » Le regard de Dylan s'aiguisa. Les adultes disent généralement non. L'honnêteté figea Alexandre. Il prit la clé. « Eh bien, je dis oui maintenant. » Il ouvrit la porte. Le visage de Dylan s'illumina lorsqu'il entra dans la bibliothèque, s'émerveillant devant les étagères remplies de volumes reliés en cuir. Quand Alexandre lui rappela l'heure du coucher, Dylan serra un livre dans ses mains. « Je peux l'emporter pour le lire ?»« Tu peux les lire ?» demanda Alexandre, surpris. « Ethan nous a tous appris quelque chose, » dit Dylan avec fierté. « Il dit que le savoir vaut mieux que l'argent pour survivre. » Alexandre lui tendit un mince guide d'astronomie. « Commence par celui-ci. » À la fin de la première semaine, le chaos s'était installé dans un rythme irrégulier. Désordonné, bruyant, épuisant, mais un rythme quand même. Les garçons repoussaient constamment les limites. Les repas devenaient un véritable champ de bataille. « Je ne mangerai pas ça », déclara Lucas en repoussant une assiette de saumon parfaitement grillé. « Tu mangeras ce qui est servi », dit Alexandre d'un ton ferme mais retenu. « Nous n'avons pas demandé à venir ici », répondit Ethan, sa voix teintée de défi. « Et pourtant, te voilà », rétorqua Alexandre, portant des vêtements propres, dormant sous un toit. Un silence tendu s'installa. Puis Dylan parla doucement. « La dernière fois que quelqu'un nous a offert à manger, il a appelé la police quand on s'est endormi sur son porche. » Les mots ont percé l'air, innocents et dévastateurs. Alexandre posa lentement sa fourchette. « Ça n'arrivera pas ici », dit-il d'une voix plus basse. « Promis. » Dylan leva les yeux, solennel. « Je sais que tu es malade. Tu as plus besoin de nous que nous de toi. » La remarque prit Alexandre au dépourvu. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ton armoire à pharmacie. Ta façon de respirer parfois. Les papiers que tu essaies de cacher quand on entre. » Dylan haussa les épaules. Les adultes pensent que les enfants ne remarquent rien. Les autres garçons ne disaient rien, mais leurs expressions le confirmaient, ils savaient. « C'est pour ça que vous êtes restés ?» leur demanda Alexandre. Ethan hocha lentement la tête. Son regard, durci par la rue, s'adoucit un instant. « Pas par pitié. On est resté parce que, tu es la première personne à ne rien vouloir de nous. Même si c'est juste parce que tu es en train de mourir. » La pièce sembla basculer. L'espace d'un instant, tous les non-dits apparurent à nu. Alexandre rit, un vrai rire surpris qui jaillissait d'un endroit oublié. « Eh bien, dit-il en expirant, au moins nous sommes honnêtes maintenant. » Cette nuit-là, quelque chose changea. Le manoir, autrefois musée de la richesse et du silence, commença à bourdonner de vie. Pas encore tout à fait une maison. Mais plus seulement une maison. Allongé dans son lit, Alexandre écoutait le léger bruit sourd de ses pieds nus sur le parquet, le murmure des murmures avant le coucher. C'était troublant. C'était magnifique. Et terrifiant. L'histoire a éclaté plus tôt qu'Alexandre ne l'avait prévu. Un milliardaire en phase terminale adopte 5 enfants des rues, proclamait la première page du New York Finance Tribune. Au matin, son téléphone vibrait sans cesse avec des journalistes et des colporteurs de ragots. Ne répondait à aucune d'entre elles, ordonna Alexander à son personnel tout en redressant le petit nœud papillon de Dylan. Les 5 garçons se tortillaient dans des costumes de créateurs qui contrastaient avec leurs articulations meurtries et leur robustesse brute. « Pourquoi devons-nous aller à ce truc ?» grommela Thomas en tirant sur son col. « Parce que, » répondit Alexandre, calme mais ferme. « Parce que c'est le gala annuel de l'hôpital pour enfants, » répondit Ethan d'un ton neutre. « Et parce que tout le monde parle de nous. » Alexandre soutint son regard. « Exactement. Et je veux qu'il voie ce que je vois. » Dans la grande salle de bal du Waldorf Astoria, l'élite de Manhattan scintillait sous les lustres. Les conversations s'interrompirent lorsqu'Alexander entra, suivi des garçons.
Puis vinrent les murmures. Cachés derrière des flûtes de champagne et des mains serties de diamants, les murmures s'infiltrèrent. Il a perdu la raison. Un diagnostic de maladie terminale désespère les gens. C'est une mascarade. Ces jeunes vont dévorer son héritage. Curtis Lawson, PDG de Lawson Global et rival de toujours d'Alexander, s'est approché avec un sourire de requin. Alexandre. Quel noble effort de mener à bien ton projet. Alexandre sentit Ethan se raidir à côté de lui. Ce n'est pas un projet, Curtis. Ce sont mes fils. Le sourire de Lawson s'accentua. Bien sûr. Mais j'imagine que votre conseil d'administration n'est pas ravi de vos activités paternelles, vu votre congé maladie. Ma santé ne te regarde pas. Oh, mais les entreprises publiques vivent et meurent par la confiance, mon vieil ami. Il se tourna vers les garçons, les yeux brillants. Et que pensent nos petits entrepreneurs de la rue du monde financier? Ont-ils déjà empoché quelque chose d'intéressant? Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Ethan s'avança. En fait, monsieur, j'ai examiné les rapports trimestriels de monsieur Morgan. Le ratio d'endettement de votre entreprise semble problématique. La conversation s'interrompit. Des verres flottaient dans les airs. Le sourire de Lawson disparut. Fais attention à ce que tu dis, mon garçon. Tu n'as rien à faire ici. La plupart de votre portfolio non plus, rétorqua Ethan froidement. Un invité à proximité haleta. La main de Lawson tressaillit, son sang-froid se brisant. Alexandre s'interposa entre eux. Mon fils a un don pour les chiffres, dit-il sèchement, en allongeant le mot point fils, peut-être que tu devrais prendre des notes. Lawson ricana de nouveau. On se moque de toi, Morgan. Tu vas mourir, et sera-t-on convaincu de tout donner? Tyler s'avança, le visage rouge, mais fut retenu par Thomas. Ne parle pas de lui comme ça. La salle se figea. Les regards se fixèrent sur le drame qui se déroulait. La voix d'Alexandre rompit le silence. Je crois qu'on va partir tôt. Les garçons, venez. Ils se retournèrent, marchant comme un seul homme sur un chemin dégagé par des spectateurs stupéfaits. Puis Dylan s'arrêta. Il se retourna pour faire face à la foule. Tu crois qu'on l'utilise parce qu'il est en train de mourir, dit l'enfant, sa voix résonnant comme du cristal. Mais c'est vous qui l'avez laissé tranquille quand il est tombé malade. La vérité s'est abattue sur la pièce comme une vague. Personne n'a bougé. Personne n'a osé parler. Dans la limousine, Alexandre se préparait à la colère. Aux larmes. Mais les garçons restaient silencieux. Jusqu'à ce que Lucas demande, « Est-ce que tu te soucies de ce que pensent ces gens ?» Alexandre prit une longue inspiration. Avant, je le faisais. Vraiment. Il les regarda, tous les 5. Meurtris, brillants, loyaux. Et puis ça l'a frappé. Mais maintenant, je me soucie de ce que vous pensez. Vous tous. Les garçons échangèrent un regard. Pas besoin de mots. Le lien était déjà tissé. Ils étaient partis de rien. Mais ensemble, ils devenaient bien plus qu'une question de survie. Ils devenaient une famille. Finalement, c'est Ethan qui a donné voix à ce qu'ils ressentaient tous. C'est décidé, dit-il doucement, mais avec conviction. C'est nous contre eux. Et nous ne perdons pas. Alexander Morgan était un homme peu habitué à la défaite. La douleur de l'humiliation subie lors du gala de charité avait allumé un feu en lui, une détermination inébranlable à s'assurer que le monde ne considère pas ces garçons comme des cas de charité, mais comme des individus dignes d'admiration, et non de pitié. Nous organisons un dîner, annonça-t-il nonchalamment au petit déjeuner une semaine plus tard, comme s'il s'agissait d'un simple point à l'ordre du jour de son entreprise. Les personnalités les plus influentes et les plus raffinées de Manhattan seront présentes. Les garçons échangèrent des regards mêlant confusion et scepticisme. Pourquoi, demanda Lucas en faisant tourner nerveusement sa fourchette, ses doigts artistiques trahissant son anxiété. Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas de nous, a ajouté Thomas, la voix empreinte d'une douleur résiduelle. Alexandre se pencha en arrière, l'air indéchiffrable mais ferme. Parce que dans ce monde, le respect ne se donne pas. Il se mérite. Et parfois, on le gagne en prouvant aux autres qu'ils ont tort. Le manoir perdit bientôt son silence habituel et prit l'intensité d'une salle de guerre. Pendant 2 semaines, il devint un terrain d'entraînement non pas au combat, mais à la grâce. Entre en scène Madame Beaumont,
Une coach d'étiquette pragmatique importée de Paris avec la précision d'un général et la patience d'une bombe à retardement. Dos droit, Dylan. Couteau à droite, Thomas. On ne tend pas la main, Tyler. On demande, aboya-t-elle, comme si elle menait un exercice royal. Les garçons ont suivi des heures de cours sur la posture, la conversation et le charme. Ils se sont exercés aux salutations, ont étudié les biographies des invités attendus et se sont imprégnés de la subtile danse des interactions sociales formelles. Alexandre les observait depuis le seuil de la porte, surpris par la fierté qui l'envahissait en les voyant se transformer, du moins en apparence. C'est ridicule, marmonna Ethan lors de la dernière répétition, en jouant avec ses boutons de manchette. Ils ne nous accepteront jamais. Alexandre marqua une pause. Pour une fois, sa réponse n'était pas apprise, elle venait d'un endroit plus profond. Ce n'est pas une question d'acceptation, dit-il doucement. C'est une question de dignité. De montrer au monde que l'on a sa place, où que l'on se trouve. Le soir du dîner arriva. Le manoir était resplendissant. Des fleurs de Hollande ornaient les tables. Les lustres scintillaient comme des constellations. Un chef étoilé Michelin ornait un chef-d'œuvre de sept plats. À 19h, l'impatience était palpable. À 19h30, l'inquiétude s'était installée. À 20h, seuls 6 couples étaient arrivés sur les 30 invités d'Alexander. Il a immédiatement reconnu ce que c'était, non pas un oubli, mais un affront calculé. Peut-être la circulation, proposa doucement sa gouvernante, même si la sympathie dans ses yeux disait la vérité. Parmi ceux qui vinrent, rares furent ceux qui prirent la peine de cacher leur dédain. Les conversations s'arrêtèrent à l'approche des garçons. Compliments et questions ne s'adressaient qu'à Alexandre, comme si les enfants n'étaient guère plus que des fantômes bien habillés. Lorsque Lucas, bouleversé, renversa accidentellement son verre d'eau, la pièce se remplit de rires à peine dissimulés. Le coup final est venu avec le dessert. Regina Whitfield, élégante et posée, renversa du vin rouge sur le costume flambant neuf de Lucas. Sa voix feignait l'innocence. « Oh là là, dit-elle sèchement. Quelle maladresse de ma part. Mais je suppose que les tissus raffinés sont perdus pour ceux qui ne sont pas familiers avec le raffinement. » Le regard d'Alexander se posa sur Lucas, qui tressaillit légèrement avant de se réfugier derrière le masque qu'il avait appris à porter. Puis une voix retentit à l'autre bout de la pièce, celle du mari de Whitfield, qui ricanait à un autre invité. « Le petit projet de Morgan sur son lit de mort est un sacré spectacle, n'est-ce pas? Je me demande combien de temps il faudra à ces rats des rues pour dévaster son argent une fois qu'il sera parti. » Les mots étaient comme du bois d'allumage. Alexandre observa la pièce, des loups bien habillés, vêtus de soie et de fierté. Il se tourna vers ses garçons, 5 âmes qui s'étaient pliées en 4 pour se conformer aux exigences de ce monde, alors qu'elles ne voulaient qu'une place à table. Et à ce moment-là, quelque chose s'est ouvert chez l'homme qui avait autrefois conquis les salles de conseil et écrasé ses rivaux. Il se leva et tapota son verre. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir, commença-t-il d'une voix calme et posée. Votre présence a été enrichissante. Pour mes 2 fils et pour moi. » La pièce se tut. Une confusion polie flottait comme des serviettes en soie au vent. « Je vous ai invité ici avec la fausse impression que nous avions besoin de votre approbation, poursuivit-il en posant doucement la main sur l'épaule de Dylan. Mais je me trompais. Ce soir m'a vraiment démontré ceci, certains des plus beaux costumes de Manhattan couvrent les plus pauvres personnages. Des halètements brisèrent le silence. Ce dîner est terminé, déclara Alexandre. James vous raccompagnera. Et sur ce, l'illusion se brisa. Les invités, silencieux et stupéfaits, sortirent dans la nuit. À l'intérieur, autour de la table massive, désormais dépouillée de prétentions et de performances, 6 personnes restaient. « Avons-nous échoué » demanda Dylan dans un murmure, les yeux baissés. La poitrine d'Alexandre lui faisait mal à la vue de leur visage vaincus. « Non, dit-il avec une force tranquille. Ils ont échoué. Ils n'ont pas vu ce que je vois. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Thomas. La voix d'Alexandre baissa. 5 garçons extraordinaires. Qui ont survécu à des choses que la plupart n'auraient jamais pu survivre. Qui méritent non seulement une seconde chance, mais toutes les chances. Et nous créerons ces chances, ensemble. Pour la première fois depuis leur arrivée, les garçons sourirent à l'unisson. Une lumière fragile et vacillante. Pourtant plus significative que toutes les victoires qu'il avait connues en affaires. La maison commença à changer. Là où régnait autrefois le silence,
Les rires résonnèrent désormais. Le salon décoré est devenu un espace chaleureux, agrémenté de canapés surdimensionnés et de récits partagés. La cuisine, autrefois pièce de musée, est devenue une salle de classe, et parfois même un lieu de spectacle comique. C'est la 3e fois que nous déclenchons l'alarme incendie, Harry Tyler tandis que les fenêtres s'ouvraient pour évacuer la fumée d'une lasagne qui avait mal tourné. Le chef des pompiers nous a probablement sur sa liste de contacts abrégés, ajouta Thomas, la sauce sur le nez. Même Alexandre riait, un son rare et spontané qui ne surprenait plus le personnel. Au fil du temps, leurs passions uniques ont émergé. Un après-midi, Alexander trouva Ethan dans son bureau, penché sur d'épaisses feuilles de calcul financières. « Tu comprends vraiment ça ?» demanda Alexandre, en plaisantant à moitié. Ethan ne leva même pas les yeux. Les chiffres sont logiques. Les gens ne le sont pas. Quelques appels plus tard, Ethan était encadré par une légende de Wall Street. Les jumeaux ont été surpris en train de démonter l'ordinateur portable de secours d'Alexander. « Nous pouvons le reconstruire » ont-ils dit en chœur. « Tu ferais mieux » répondit Alexander, mais il leur offrit ensuite un laboratoire d'ingénierie complet dans les laits. Le talent de Lucas transparaissait dans les marges et les serviettes de table, des croquis si expressifs qu'Alexandre fit appel à un artiste célèbre pour le guider. Et Dylan, le plus discret, était attiré par les textes médicaux. Un soir, Alexander le trouva plongé dans un livre d'anatomie. « Tu peux lire ça ?» demanda-t-il, étonné. « En grande partie » répondit Dylan. « Le corps est comme une machine. Comprends ses composants, répare ce qui est cassé. » Alexander gloussa, jusqu'à ce que Dylan ajoute doucement, « comme toi. Tu es brisé. Mais peut-être pas pour toujours. » Cela l'a stupéfait. Sa santé déclinait, chaque jour plus pesant que le précédent. Il avait pris des dispositions juridiques, finalisé l'adoption, réécrit son testament. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, quelque chose bougeait. Cette nuit-là, il a appelé des spécialistes à travers les continents. À l'aube, le manoir bourdonnait d'une vie nouvelle, tuteur, mentor, laboratoire, livre. L'air semblait plus léger. Déterminé. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda Ethan une nuit, le trouvant éveillé à son bureau, fatigué mais déterminé. Alexandre le regarda, les yeux doux. « Parce que le temps est précieux, dit-il. Et je veux te donner autant du mien que possible. » Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ces garçons avaient ravivé quelque chose en lui qu'il croyait disparu depuis longtemps. Espoir. Sens. La croyance fragile que l'amour, lorsqu'il est choisi, peut encore grandir dans des endroits brisés. Et cette nuit-là même, alors que la douleur le rendait agité, Alexandre se dirigea vers la cuisine pour se soulager, mais s'arrêta au son de voix venant de la bibliothèque. À 3 heures du matin, les garçons auraient dû dormir. Il se dirigea silencieusement vers la porte, prêt à les gronder pour s'être levé si tard. Ce qu'il vit le stoppa net. Sous la douce lueur d'une lampe, les garçons étaient assis autour de la grande table en chêne, la tête penchée sur des livres, des notes et des diagrammes, revues médicales, plans financiers, croquis d'ingénierie. Il s'avança, la colère oubliée, juste à temps pour entendre Dylan parler. « Le protocole doit changer », dit doucement Lucas en tapotant du doigt une section du dossier médical complexe. Alexander le reconnut immédiatement, c'était le même format que celui utilisé par son oncologue. « Votre cancer ne répond pas bien au traitement traditionnel. Mais cette combinaison nous donne une chance de nous en sortir. » Ethan griffonnait déjà ses calculs sur la page, l'air intense. « Il nous faudrait avoir accès à des traitements expérimentaux. Ce n'est pas donné. On parle d'une somme considérable. » « On peut le générer » intervint Thomas, le regard rivé à son jumeau. Tyler acquiesça, parfaitement synchronisé. « Si on applique correctement l'algorithme, les mouvements du marché deviennent prévisibles. Il suffit de dézoomer suffisamment. » Pendant ce temps, Lucas était retourné à son carnet de croquis, son crayon dansant furieusement. Alexander se pencha et aperçut ce qui ressemblait au schéma d'un appareil médical, dessiné avec une précision surprenante. « Que se passe-t-il ici ?» La voix d'Alexandre trancha l'air, aiguë et exigeante. La salle se figea. 5 têtes se tournèrent vers lui, prises au milieu de leurs pensées, le visage rouge de culpabilité et de peur. L'espace d'un instant, le silence régna. Puis Ethan se leva lentement, la voix calme mais tremblante sous le poids de ce qu'il allait dire. « Nous savons comment vous sauver. » Alexandre le fixa, désorienté,
certain d'avoir mal compris. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Dylan s'avança, serrant contre sa poitrine un dossier usé. « Votre cancer est agressif. Mais il existe une autre voie, que vos médecins n'ont pas encore explorée. » Le regard d'Alexandre passa du dossier à leurs visages respectifs, l'incrédulité grandissante. « Comment as-tu pu ? » « Nous ne sommes pas ceux que les gens croient, dit Ethan doucement. Aucun de nous ne l'est. Ce qui suivit fut une confession et l'histoire d'un génie né de l'adversité. Ethan, qui avait appris la finance en autodidacte en récupérant de vieux Wall Street Journal, avait développé un instinct étrange pour les schémas. Les jumeaux, qui démontaient et remontaient des appareils électroniques récupérés dans des bennes à ordures depuis qu'ils savaient marcher, parlant en code bien avant les mots. Lucas, l'artiste à la mémoire parfaite, capable de reproduire tout ce qu'il voyait avec une précision époustouflante. Et Dylan, le plus jeune, qui passait ses journées dans les salles d'attente des hôpitaux, à lire des ouvrages médicaux en espérant que la clinique pourrait soigner le mal de la semaine. On s'est trouvé parce qu'on n'avait pas notre place ailleurs, explique Ethan. Les enfants comme nous ne réussissent pas seuls. Alexandre s'assit lourdement, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Alors, tu savais qui j'étais ? Depuis le début ? Ethan hocha lentement la tête. Quand je t'ai vu dans cette ruelle, je t'ai reconnu. Alexander Morgan, PDG de Morgan Investment. Ta photo était dans le journal la veille. Alors c'était planifié, dit Alexandre, l'amertume montant. Tu as tout manipulé. Dylan s'avança et posa doucement sa petite main sur celle d'Alexander. Non. On n'avait pas prévu d'être retrouvés. Mais quand tu l'as fait, on a vu une chance. Pas seulement pour la sécurité, mais pour quelque chose d'important. Cela a compté, répéta Alexandre. Votre argent pourrait financer des recherches qui, autrement, prendraient des décennies, a expliqué Tyler. Et nous pourrions enfin construire ce dont nous rêvions, a ajouté Thomas. Des outils qui pourraient sauver des vies, peut-être même la vôtre. La voix de Lucas était à peine plus forte qu'un murmure. Les gens ne nous voient pas. Mais toi, si. Alexandre regarda à nouveau le travail éparpillé sur la table, données, équations, plans, tous brillants, tous visionnaires, tous nés du désespoir et du génie. Pourquoi, demanda-t-il. Pourquoi te donner tant de mal ? Pourquoi me sauver ? Tu aurais pu attendre l'héritage. Les garçons échangèrent un regard, une conversation silencieuse s'engagea entre eux. Ethan répondit. Parce que tu as été la première personne à nous voir et à ne pas s'être détourné. La simplicité de la vérité frappa Alexandre comme un coup en pleine poitrine. Ses enfants, ces parias brisés et brillants avaient tenté de lui sauver la vie alors qu'il s'apprêtait discrètement à la rendre. Montre-moi, dit-il en essuyant ses larmes. Montre-moi tout. Alors que le soleil se levait sur l'horizon de Manhattan, 6 silhouettes restaient penchées sur une table de bibliothèque, leurs ombres projetées longues et unies, combattant la mort avec la science, la détermination et la croyance. Dès le lendemain matin, Alexander convoqua son équipe médicale en urgence. Il s'exprima avec assurance, présentant l'alternative thérapeutique, tout en prenant soin d'en dissimuler l'origine. Les médecins l'écoutèrent avec des hochements de tête polis, l'expression figée dans ce sourire sinistre réservé aux malades en phase terminale. Nous allons y réfléchir, a dit l'un d'eux, sur un ton qui signifiait qu'il ne le ferait pas. De retour chez lui, Dylan n'a pas mâché ses mots. Il pense que tu te raccroches à n'importe quoi. Je le suis, admit Alexandre, la douleur battant constamment dans ses os. Mais cela ne signifie pas que la paille n'existe pas. Alors, on le fera nous-mêmes, déclara Ethan. Sa voix exprimait la ferme conviction de quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé que quelqu'un d'autre mènerait ses combats. Et c'est ce qu'ils firent. En une semaine, le projet Phoenix était né. L'ailé du manoir se transforma en centre de recherche. Dylan et Lucas travaillèrent main dans la main à l'élaboration d'un nouveau protocole de traitement, tandis qu'Alexander usait de son influence pour obtenir discrètement les médicaments dont ils avaient besoin. Ethan et les jumeaux, quant à eux, construisirent un prototype d'algorithme capable de prédire les tendances du marché avec une précision surprenante. Grâce à l'accès aux données historiques de Morgan Investment, leurs analyses surpassèrent même celles des meilleurs analystes d'Alexander. Pour la première fois depuis des mois, Alexandre sentit une sensation étrange et terrifiante s'agiter en lui, l'espoir. Mais l'espoir est rarement remis en question. Le premier coup de semonce est venu sous la forme d'un appel de Diane Pembroke, présidente du conseil d'administration de Morgan. Alexander,
le conseil d'administration s'inquiète de plus en plus, dit-elle vivement. 7. Adoption. Votre santé. Les actionnaires sont nerveux. Ma vie personnelle ne relève pas de la compétence du conseil, a-t-il répondu froidement. C'est le cas lorsque vous êtes le PDG d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars et que vous prenez des décisions erratiques tout en luttant contre une maladie en phase terminale. Le lendemain, une assistante sociale est arrivée, un renseignement anonyme, selon elle. Ses questions étaient douces mais calculées. « Tu te sens en sécurité ici ?» demanda-t-elle à Dylan à voix basse. « Plus en sécurité que jamais », répondit-il sans hésitation. Elle est partie, mais le message était clair, quelqu'un la regardait. Puis vint la confirmation finale, un courriel qui n'était pas destiné à Alexander, apparut brièvement sur son écran lors d'une réunion virtuelle du conseil d'administration. Un message de son directeur financier à Curtis Lawson. Planification de la succession. Stratégie d'acquisition. Ils tournent autour d'eux comme des vautours, dit Alexander au garçon ce soir-là. Lawson pense que je suis mort. Et il veut la compagnie avant que tu ne le sois réellement, a déclaré Ethan. Les jumeaux avaient eux aussi des nouvelles. Quelqu'un a sondé nos systèmes, dit Tyler. Ils ont aussi testé le réseau du manoir, ajouta Thomas. Très avancé. Le chef de la sécurité d'Alexander a appelé quelques instants plus tard. Monsieur, nous avons détecté des véhicules de surveillance près du périmètre. Banalisé. Pas de la police. Il raccrocha et se tourna vers ses fils. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Mais ils ont peur. Ils devraient l'être, marmonna Lucas. Cette nuit-là, dans le silence épais de la bibliothèque privée du manoir, Alexandre les rassembla. Nous nous battons sur 3 fronts, a-t-il déclaré. Ma maladie. L'entreprise. Et l'adoption. Ils essaieront d'utiliser tout cela pour nous abattre. Et s'ils connaissaient l'algorithme, a ajouté Ethan. Alexandre hocha la tête. Ils feraient tout pour le contrôler. Ou le détruire. Dylan, silencieux et observateur comme toujours, prit enfin la parole. Alors, nous nous divisons. Et nous conquérons. Alexandre haussa un sourcil. Explique-moi. Tu nous as appris, dit Dylan. Si vous êtes en infériorité numérique, forcez l'ennemi à se battre. Lentement, un sourire éclaira le visage d'Alexandre. Divisez leur attention. Détournez l'attention. Les idées ont commencé à fuser. Alexander rendrait publique une initiative philanthropique, une initiative d'envergure, spectaculaire et chronophage, suffisamment ambitieuse pour détourner l'attention de leur véritable mission. Parallèlement, il divulguerait des informations sélectives pour opposer Lawson à d'autres rivaux, semant ainsi la méfiance parmi les prédateurs de l'entreprise. Plus important encore, le projet Phoenix allait s'accélérer. Les traitements de Dylan commenceraient cette semaine-là. La première version de l'algorithme serait déployée, testée et, en cas de succès, financerait la phase suivante de leur recherche secrète. C'est dangereux, dit Alexandre d'un ton grave. C'est votre dernière chance de vous enfuir. Je peux assurer un avenir sûr à chacun d'entre vous, quoi qu'il m'arrive. Mais les garçons ne bronchèrent pas. Un par un, ils posèrent leurs mains sur la table. Aucun d'eux ne voulait partir. Ensemble, ils se battraient. Pas seulement pour la vie d'Alexandre, mais pour quelque chose d'encore plus grand. Un avenir qu'ils pouvaient façonner. Une famille qu'ils avaient choisie. Un héritage qu'ils étaient prêts à protéger. La famille ne s'en va pas, dit Ethan, sa voix calme mais résolue. Alexandre posa sa main burinée sur celle des garçons, sentant la chaleur de leurs petits doigts déterminés sous sa paume. Dans ce moment de silence, il s'émerveilla de l'ironie, ces enfants, endurcis par l'abandon, forgés dans le creuset impitoyable des rues new-yorkaises, avaient choisi lui un homme marqué par une maladie incurable et des décennies de détachement émotionnel. Il avait bâti des empires, mais n'avait jamais compris jusqu'à présent le poids profond de l'appartenance. Alors nous nous battrons, dit-il doucement, ancrant sa voix malgré la marée montante d'émotions qui menaçait de l'entraîner sous l'eau. Aucun d'entre eux n'a remarqué le voyant rouge clignotant sur le téléphone privé d'Alexander, un signal inquiétant indiquant que chaque mot prononcé avait été enregistré en silence. L'aube se leva, laissant planer dans l'air un serment tacite. Les couloirs autrefois stériles de l'opulente demeure d'Alexandre, autrefois sanctuaire de solitude et de prestige, bourdonnaient désormais d'un sens renouvelé de la mission. Elle était devenue le siège d'une entreprise audacieuse. Au plus profond des sols en marbre, le sous-sol oublié depuis longtemps,
autrefois utilisé pour le stockage et les systèmes mécaniques poussiéreux, était devenu le centre de commandement d'une opération secrète portant désormais le nom « Projet Phénix ». Protocole de sécurité alpha lancé, déclara Thomas, les yeux rivés sur un écran tandis que ses doigts dansaient rapidement sur le clavier. Les systèmes d'Dimension sont désormais hors réseau, a ajouté Tyler. Les champs d'atténuation cellulaire sont actifs. Aucun signal n'entre ni ne sort sans cryptage. Alexandre les observait avec admiration. En seulement 3 jours, les jumeaux avaient transformé son manoir en forteresse technologique, commandant des pièces détachées auprès de plusieurs sociétés écrans pour échapper à toute détection. Ils se déplaçaient avec une aisance et une expertise bien supérieures à leur âge. La sécurité physique a également été renforcée, a ajouté Ethan. J'ai vérifié tout le monde. La moitié de l'ancienne équipe est partie. Remplacée par des agents dont le réseau d'entreprise est indétectable. Alexandre se tourna vers Dylan et Lucas. Et le traitement ? Dylan déplia une pile de dossiers médicaux détaillés, son jeune visage mortellement sérieux. La première phase commence aujourd'hui. Le nouveau protocole cible directement le cancer tout en épargnant le système immunitaire. Il frappera fort, mais c'est notre meilleure chance. Ça va empirer avant de s'améliorer, ajouta Lucas d'un ton doux mais ferme. Alexandre hocha la tête. Je te fais confiance. Lucas avait transformé la véranda rarement utilisée en un espace clinique et apaisant. La lumière du soleil entrait par de hautes fenêtres, reflétant les bords chromés des machines modifiées au-delà des normes médicales. Un lit médicalisé impeccable se dressait au centre, entouré d'écrans, de perfusions et d'appareils sur mesure. Voici le système d'administration, expliqua Lucas en lui montrant des schémas complexes. Les filtres de précision garantissent que seuls les tissus malades sont ciblés. Pas de gaspillage de médicaments. Pas de dommages collatéraux. Alexander s'allongea sur le lit, retroussant sa manche. Tandis que Dylan préparait la perfusion d'une main ferme qui trahissait sa jeunesse, Alexander sentit l'absurdité du moment l'envahir. Il confiait sa vie à un enfant qui aurait dû être à l'école, et non à calibrer des traitements contre le cancer avec une précision militaire. Prêt ? Demanda Dylan. Alexandre fit un signe de tête solennel tandis que le médicament frais commençait à couler dans ses veines. Pendant mon absence, Ethan me représentera au bureau, dit-il en serrant les dents. Que le conseil d'administration s'y oppose, il ne me refusera pas le droit de conseiller mon propre fils. Le traitement fit l'effet d'une tempête. Pendant les 3 jours suivants, Alexandre oscilla entre une lucidité douloureuse et un sommeil sans rêve. Son corps, ravagé par la maladie et désormais soumis à un traitement agressif, tremblait sous l'assaut. Les garçons se relayaient à ses côtés. Ils surveillaient les constantes vitales, ajustaient les dosages, murmuraient des mots d'encouragement. À travers le brouillard, Alexander les entendait, parfois débattre de stratégie, parfois lire à voix haute des notes de service, parfois simplement partager leurs craintes et leurs rêves. Le 4e jour, il se réveilla face à un spectacle qui transperça sa douleur, les 5 garçons, affalés dans des positions improvisées pour dormir dans sa chambre, le visage affaissé par l'épuisement. Malgré la faiblesse qui l'étreignait, un léger sourire dessinait ses lèvres. Quand, se demandait-il, ces enfants marqués par la guerre étaient-ils devenus le cœur même de son monde ? Alors que la première phase de traitement s'achevait, le moteur financier du projet Phénix a repris vie. Chaque jour, Ethan se rendait chez Morgan Investment, absorbant la dynamique de l'entreprise comme une éponge. Derrière cette façade sereine, il recueillait discrètement des informations sur les agissements de Lawson. Il cible les actionnaires clés, a déclaré Ethan lors d'une séance de stratégie en soirée. Il propose des rachats à prime, uniquement s'ils acceptent un remaniement du conseil d'administration. En d'autres termes, il veut que je parte, murmura Alexandre, sa voix plus ferme maintenant. Pendant ce temps, Tyler souriait. Notre algorithme est en train de tout déchirer. 18% de rendement sur le fond test en 10 jours. Thomas a évoqué les analyses sur le serveur sécurisé. Ça marche. Nous prévoyons les fluctuations du marché des heures à l'avance. Dans combien de temps pourrons-nous passer à l'échelle supérieure, a demandé Alexander. 2 semaines, dirent les jumeaux en parfaite harmonie. Peut-être moins. Cette nuit-là, alors qu'il examinait les progrès depuis son lit, un léger coup interrompit ses pensées. Eleanor est, sa fidèle assistante depuis 2 décennies, est intervenue avec une pile de dossiers. Le conseil d'administration s'inquiète. Lawson accélère ses efforts, dit-elle en jetant un regard prolongé au matériel médical qui l'entourait. Laissez-le faire, répondit Alexandre.
Tout se déroule exactement comme prévu. Elle hésita. C'est vrai, pour les enfants? Ce sont vraiment eux qui t'aident. Il la regarda, cette femme qui avait été son bras droit pendant 20 ans. Ils ne font pas que m'aider, Eleanor. Ils me sauvent la vie. Son visage ne trahissait rien. J'espère que tu sais ce que tu fais, Alexandre. Lorsqu'elle partit, le malaise l'envahit comme un lourd linceul. Il chercha son téléphone crypté, mais il avait disparu. Un œuf froid se forma dans son estomac. Le protocole d'urgence fut immédiatement activé. Les jumeaux lancèrent des systèmes de localisation. Ethan interrogea tous les membres du personnel ayant accès au quartier d'Alexander. Rien, dit Ethan d'un ton sombre. Ça sonne toujours à l'intérieur du manoir, mais on a tout mis en pièces. Un dysfonctionnement, demanda Alexandre. Nos systèmes ne tombent pas en panne, a déclaré Tyler, très sérieux. Au lever du soleil, la vérité a émergé. Lucas a fait irruption, une tablette à la main. Il faut que tu vois ça. Des images de sécurité ont montré Eleanor, calme et précise, entrant dans la chambre d'Alexander, lui retirant son téléphone, photographiant des documents sensibles du projet Phoenix et les remettant exactement comme ils étaient. Quand, demanda Alexandre d'une voix à peine audible. Juste après sa visite hier soir, confirma Lucas. Il y a plus, a déclaré Dylan. Quelqu'un a accédé à nos données de traitement depuis l'intérieur de la maison. Le cœur d'Alexandre se serra. 2 décennies de confiance brisée. Trouve-la. Maintenant. Ils retrouvèrent Eleanor dans son bureau de Morgan Investment, travaillant toujours comme si de rien n'était. Lorsqu'elle fut présentée à Alexander dans une salle de conférence sécurisée, son sang-froid ne faiblit que légèrement. Pourquoi, demanda-t-il, d'une voix dépourvue de rage, seulement de tristesse. Son masque glissa. 23 ans. Et puis tu leur donnes tout. Je t'ai donné le pouvoir. La richesse. Le respect. Tu m'as donné de l'argent, cracha-t-elle. Mais ce que je voulais, c'était de la reconnaissance. Une vraie place à tes côtés. Et puis tu accueilles ces chiens errants. Tu as fait votre héritage. Sa voix baissa. Tu travailles avec Lawson. Elle n'a pas nié. Curtis voit ma valeur. Il me propose le poste de vice-président exécutif après l'acquisition. Et avec ton dossier médical, tes décisions instables, le conseil d'administration votera pour te destituer avant vendredi. Alexandre se pencha en avant. Tu as commis une grave erreur de calcul. Ces enfants? Ils valent plus que tu ne le comprendras jamais. Son défi s'est évanoui. C'est fini, murmura-t-elle. Lawson a tout. On verra bien, répondit-il. Vous êtes licencié. L'application de l'accord de confidentialité commence immédiatement. Alors qu'elle était escortée dehors, Alexander est rentré chez lui et a trouvé les garçons déjà en mode confinement. Les jumeaux avaient scellé la brèche. Ethan évaluait les dégâts. Elle a tout envoyé, dit Ethan d'un ton sombre. Protocole, algorithme, même les dispositifs de sécurité. À quel point, demanda Alexandre, la voix tendue. C'est mauvais, dit Dylan. Il va falloir accélérer le processus. Alexandre regarda autour de lui, ces jeunes guerriers portant des fardeaux destinés aux adultes. L'espace d'un instant, un sentiment de culpabilité refit surface. Les entraînait-il trop loin dans cette voie, son guerre? Lucas s'approcha, les yeux brûlants d'une conviction silencieuse. Ne fais même pas sa pensée à propos de l'abandon. Nous connaissions les risques, a déclaré Ethan, d'un ton ferme comme l'acier. Et nous avons été confrontés à des situations pires que celle-ci, a ajouté Thomas, les bras croisés avec un défi silencieux. Tyler acquiesça d'un air sombre. En plus, elle a commis une grave erreur. Alexandre, assis derrière son bureau, se pencha en avant, le regard perçant. Et quelle erreur était-ce? Un léger sourire entendu étira les lèvres de Dylan. Elle a volé les mauvaises données. Des fichiers leurs. Nous avons travaillé sur le vrai protocole dans un flux séparé hors réseau, crypté, intraçable. Pour la première fois depuis la trahison d'Éléonore, son ancienne protégée et autrefois alliée de confiance, une lueur d'espoir sincère revint dans la poitrine d'Alexandre. Alors on ne survit pas, dit-il d'une voix plus forte. On contre-attaque. Mais le destin, semble-t-il, exigeait toujours ce qui lui était dû. Le lendemain matin,
Avant que le soleil n'ait complètement percé l'horizon de Manhattan, Alexander Morgan s'est effondré dans son bureau. La tension de la trahison, le coût de la maladie et les effets secondaires du traitement expérimental ont conspiré pour mettre le milliardaire à genoux. La panique s'est emparée de nous. Les secours ont été appelés, mais les garçons ont refusé que leur tuteur soit emmené à l'hôpital public. C'était trop risqué, trop de regards, trop de questions. Au lieu de cela, ils ont organisé un transport immédiat vers un établissement privé discret et de haute sécurité où Dylan pourrait continuer à superviser le traitement et où la confidentialité de l'état d'Alexander pourrait être préservée. Monsieur, ce traitement est très irrégulier, avertit le médecin de longue date d'Alexandre, arpentant anxieusement le bord de la suite privée. Ça marche, rétorqua Dylan en s'avançant avec un dossier de résultats de laboratoire presque aussi épais que lui. Diminution de 18% des marqueurs cancéreux en 10 jours. Le médecin fronça les sourcils, incrédule. C'est impossible. Improbable, corrigea doucement Dylan, mais pas impossible. Alors qu'Alexandre était inconscient et dans un état critique, les garçons sont passés à l'action, exécutant un plan d'urgence qu'ils avaient préparé mais qu'ils espéraient ne jamais utiliser. Ethan a pris ses fonctions de direction sans hésitation. Tout le monde sait quoi faire, dit-il à ses frères, debout près du lit d'hôpital d'Alexander, désormais encombré de tubes et de moniteurs. Je prends les rênes de Morgan Investment. Tyler et Thomas, sécurisez nos systèmes et renforcez nos défenses. Lucas, racontez l'histoire. Dylan, reste ici. Ne le quitte pas. Ils n'ont pas discuté. Ils ont simplement hoché la tête et se sont mis au travail. Ethan, désormais vêtu d'un costume sur mesure à la coupe impeccable qui ne pouvait toujours pas cacher les années passées à survivre dans la rue, est entré chez Morgan Investment comme une tempête. Les dirigeants qui tournaient en rond, tels des vautours au-dessus d'un lion en déclin, se sont retrouvés face à face avec un adolescent doté d'une intelligence pointue et de documents juridiques hermétiques. Monsieur Morgan m'a accordé une procuration limitée pendant son congé maladie, annonça Ethan en faisant glisser des documents notariés sur la table brillante de la salle de réunion. Toute tentative de le démettre de ses fonctions de PDG entraînera automatiquement des poursuites judiciaires et le gel de tous les mouvements d'action des dirigeants. La pièce devint silencieuse. Pendant ce temps, les jumeaux Tyler et Thomas opéraient avec une précision redoutable. Ils consolidaient la forteresse numérique de l'entreprise, ils bloquaient les portes dérobées potentielles, surveillaient les tentatives d'intrusion et redirigeaient les opérations clés. Ils ont également perfectionné l'algorithme en temps réel qui avait été l'arme secrète d'Alexander. La trahison d'Eleanor, ont-ils réalisé, s'est avérée paradoxalement bénéfique, toute l'équipe technique de Lawson s'était concentrée sur le décryptage d'un système leur. Un gaspillage de temps et d'énergie. En arrière-plan, Lucas a fait ce qu'il faisait de mieux, il a raconté une histoire. Après avoir soigneusement élaboré un récit avec l'équipe des relations publiques de l'entreprise, il a publié une série d'informations sur l'état d'Alexander, présentées non pas comme une faiblesse, mais comme une preuve de transparence. Il l'a accompagné d'images des 5 garçons faisant du bénévolat dans des refuges, intervenant dans des centres de jeunesse et collaborant avec des associations caritatives. Le Monde, voyant au-delà du titre « Enfants des rues adoptés par un milliardaire mourant », a commencé à croire en une histoire plus profonde, celle d'une renaissance, d'un but, d'un héritage. Et Dylan, ce Dylan brillant et à la voix douce, quittait à peine le cabinet médical. Il consultait les carnets de traitement, consultait des réseaux secrets de spécialistes et ajustait les dosages avec une précision qui stupéfiait même le personnel hospitalier, sceptique. Il croyait, obstinément, qu'Alexander pouvait être sauvé. Et il avait raison. Une semaine après son hospitalisation, Alexandre s'est réveillé. Il ouvrit lentement les yeux à la vue de 5 garçons. Ces garçons recroquevillés dans les coins de la suite, des ordinateurs portables allumés, des cartes étalées sur le sol et des pizzas froides sur des plateaux en argent. Il sourit faiblement. C'était une famille. Sans prétention, loyale, implacable. Mise à jour du statut, croassa-t-il. Les yeux de Dylan s'ouvrirent brusquement. Alexander. Tu es réveillé. Écoute, tes derniers résultats, les marqueurs cancéreux ont baissé de 30%. Le protocole dépasse toutes les prévisions. Les autres sagittaires se frottèrent les yeux, le soulagement les envahissant comme le lever du soleil après une longue nuit. Et Lawson ? Demanda Alexander. Ethan s'avança, calme et vif. Il est contenu. Il avance, mais nous avons de l'avance. Le conseil d'administration est divisé, il a peur de la presse et des poursuites judiciaires. L'algorithme ?
Thomas et Tyler échangèrent un sourire. Entièrement déployé, a déclaré Tyler. Nous avons déjà généré suffisamment de capitaux pour financer votre traitement pendant les 5 prochaines années, sans aucun doute. Et notre réputation? Alexandre se tourna vers Lucas. Je grimpe tous les jours, répondit Lucas. L'impact sur la communauté attire l'attention. Le discours évolue. Les gens commencent à voir les jeux de Lawson pour ce qu'ils sont. Alexandre scruta leurs visages, brillants, courageux, loyaux. Chacun d'eux était désormais un pilier soutenant un monde qu'il croyait autrefois en ruine. Vous avez tous fait plus que ce que j'aurais pu espérer. Mieux que ce que j'aurais pu faire. Ethan sourit. Nous avons appris des meilleurs. Chaque jour qui passait, les forces d'Alexandre revenaient. Mais désormais, l'objectif avait changé. Il ne s'agissait pas seulement de guérir. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, prouver qu'une famille, choisie ou non, pouvait défier les pronostics. 2 semaines après l'effondrement, des nuages d'orage se sont accumulés sur les marchés mondiaux. De légères baisses de température se sont transformées en secousses sismiques. Des secteurs entiers ont tremblé. Dans la suite privée, Alexander examinait des pages de graphiques et d'analyses réparties sur son lit. C'est exactement ce que votre modèle prévoyait, dit Ethan en traçant une ligne rouge du doigt. Des valeurs technologiques surendettées, des secteurs énergétiques fragiles et des réserves bancaires insuffisantes, tout cela était inévitable. Et notre exposition, demanda Alexandre. Minimalement, répondit Tyler. On a tout mis en sécurité il y a 3 jours. Et Lawson? Thomas secoua la tête. Il se noie. Exploité au mauvais endroit. Pas de solution de secours. Pas de sortie. Wall Street a sombré dans le chaos. Des diffusions en direct ont montré des courtiers hurlant sur les parquets. Fortune après fortune, elles ont disparu. Chez Morgan Investment, Ethan tenait les rênes. Le chaos extérieur était réel, mais à l'intérieur, la stratégie sereine prévalait. Un présentateur de journal télévisé le surnommait « le jeune magicien de Wall Street », car il informait les cadres supérieurs avec une autorité insurpassable pour son âge. Au 3e jour de l'accident, Alexander était suffisamment rétabli pour retourner brièvement au bureau. Lucas a orchestré le dispositif, photo, présence médiatique, message de rétablissement et de force. Puis vint l'appel. Lawson Global demande une réunion d'urgence, a déclaré le nouvel assistant d'Alexander. Monsieur Lawson sera présent. Alexandre et Ethan échangèrent des regards. Planifie-le, dit Alexandre. Ici, pas à leur quartier général. Curtis Lawson était devenu un homme différent, en moins un requin, plus un naufragé. Derrière lui se trouvaient les mêmes cadres qui autrefois ricanaient devant les fils d'Alexander, victimes de la charité. Maintenant, ils avaient l'air désespérés, traqués. Alexander, dit Lawson avec un air détaché. Nous vivons une période inhabituelle. Alexandre haussa un sourcil. Vraiment? Nous pensons qu'un accord mutuellement bénéfique pourrait. Un partenariat, interrompit Ethan, incrédule. Après ta tentative de coup d'État? Après nous avoir volé? La mâchoire de Lawson se serra lorsqu'un adolescent s'adressa à lui, mais il ravala sa fierté. Les affaires sont les affaires, a-t-il déclaré. Tout le monde prend des risques. Alexandre se leva lentement. Faites-moi comprendre. Vous voulez que je sauve l'homme qui a tenté de me ruiner. L'homme qui a utilisé mon diagnostic pour me pousser à prendre le contrôle de l'entreprise. L'homme qui a traité mes fils de rats des rues. L'un des dirigeants a balbutié, si nous échouons, ce ne sera pas seulement nous, mais des milliers d'employés, de retraités. Alexandre se tourna vers Ethan. Que montre le modèle pour les entreprises qui fonctionnent avec intégrité et une gouvernance saine? Ethan n'a pas hésité. Reprise en 8 semaines. Forte croissance d'ici la fin du trimestre, s'il réforme maintenant. Un long silence s'ensuivit. Alexandre hocha la tête. J'envisagerai d'aider. Les yeux de Lawson s'écarquillèrent. À quelles conditions? Alexandre eut un léger sourire. Mes fils vous expliqueront les conditions. Je vous conseille vivement de les écouter. Alors qu'Alexander sortait pour prendre ses médicaments, un médicament que Dylan avait insisté pour qu'il ne tarde pas à prendre, il s'arrêta devant la porte de la bibliothèque. De l'intérieur, il entendit Ethan parler, sa voix calme exposant des termes qui pourraient redéfinir l'ordre social de Manhattan et, plus important encore,
l'avenir de milliers de jeunes vulnérables. L'ironie n'échappa pas à Alexander. Les enfants, autrefois considérés comme des cas de charité, réécrivaient désormais les règles qui régissaient les conseils d'administration qui les avaient autrefois ridiculisés. Et ils n'exerçaient pas leur pouvoir par amertume. Ils le façonnaient avec vision. La proposition ne relevait pas d'une simple charité. Il s'agissait d'un changement systémique chirurgical, stratégique et profondément transformateur. 50% des sièges du conseil d'administration de chaque entreprise recevant notre soutien doivent être occupés par des professionnels ayant une expérience dans les services sociaux ou l'éducation, a déclaré Ethan devant une salle de dirigeants, son ton étant d'une fermeté inébranlable. 30% des bénéfices annuels seront réinvestis dans des programmes destinés aux jeunes à risque. C'est scandaleux, balbutia Curtis Lawson, le visage rouge. Nos actionnaires ne. Vos actionnaires sont déjà en train de saigner, intervint Thomas. C'est leur garrot, a conclu Tyler sans perdre une seconde. Lucas s'est intégré sans difficulté. De plus, chaque entreprise lancera des filières d'apprentissage, offrant de véritables parcours rémunérés vers l'emploi aux jeunes défavorisés. Et des bourses d'études complètes pour ceux qui remplissent les conditions requises. Les dirigeants se sont regardés, visiblement ébranlés par la profondeur et la coordination des demandes. Puis Dylan, le plus petit d'entre eux, éleva la voix. Et nous avons besoin d'un financement à long terme pour la recherche médicale sur les maladies négligées, celles qui touchent de manière disproportionnée les populations mal desservies. Un lourd silence s'ensuivit. Alexandre, observant de l'arrière, sentit une vague de fierté l'envahir. Ces garçons ou ces fils ne se contentaient pas de négocier. Ils remodelaient une culture. Et ils le faisaient avec un aplomb et une détermination qui faisaient rougir de honte les cadres chevronnés. Vous avez 24 heures pour répondre, conclut Ethan. Passé ce délai, notre offre expire. Une fois les cadres partis, Alexander convoqua les garçons dans son bureau privé. Sa voix, bien que basse, était grave. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites, a-t-il demandé. Vous ne vous contentez pas de sauver des entreprises en faillite. Vous réécrivez des systèmes qui ont régné pendant des générations. Des systèmes qui nous ont laissé tomber, répondit Ethan sans hésiter. Et qui font tomber des milliers d'autres chaque jour. Ce soir-là, de retour au manoir, Alexander trouva Dylan assis seul dans la bibliothèque. Une revue médicale était ouverte sur ses genoux, mais son regard était perdu. Alexandre s'assit à côté de lui. Qu'est-ce qui te tracasse? Ils ont été cruels envers nous, dit Dylan doucement, sans lever les yeux. Ils se moquaient de nous. Ils nous traitaient d'animaux. Alexandre hocha la tête. Oui. Et maintenant, on pourrait les laisser tomber. Les regarder tout perdre. Les mots suivants du garçon ne contenaient aucune rancune, seulement une sincère incertitude. Ne serait-ce pas de la justice? Alexandre prit une longue inspiration. Peut-être. Mais est-ce vraiment la justice que nous recherchons? Les autres s'étaient rassemblés à la porte, écoutant. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Demanda Lucas. Alexandre regarda chacun d'eux autour de lui, chacun portant des cicatrices qu'il n'avait pas méritées, chacun détenant désormais plus de pouvoir qu'il n'aurait jamais imaginé. C'est la question, n'est-ce pas? La vengeance est facile. Mais la transformation? C'est plus difficile. On pourrait faire les deux, proposa Tyler. Aider les gens, mais leur faire ressentir la douleur. Alexandre ne discuta pas, on pourrait. Mais qui serions-nous alors? Un silence s'installa, lourd de vérités non dites. Ethan s'avança alors. Dans la rue, nous devions choisir, chaque jour. Devenir ce qui nous faisait du mal, ou devenir quelqu'un de meilleur. Il marqua une pause, puis ajouta, je choisis mieux. Un par un, les autres hochèrent la tête. La décision était prise. Le lendemain matin, les dirigeants sont revenus. Chacun d'eux a signé les accords. Après l'échange des papiers, Curtis Lawson s'adressa à Alexander en privé. Sa bravade avait disparu. Je ne comprends pas, avoua-t-il. Tu aurais pu me détruire. Après tout ce que j'ai dit, après ce que j'ai essayé de faire, pourquoi nous aider? Alexandre jeta un coup d'œil à ses fils, désormais assis avec des avocats, examinant des documents comme des professionnels chevronnés. J'ai eu d'excellents professeurs, répondit-il simplement. Lawson s'éloigna, humble et petit. Alexandre, bien que toujours aux prises avec le cancer, ressentait une étrange légèreté dans sa poitrine.
Son corps restait vulnérable, mais son esprit n'avait jamais été aussi fort. Ce soir-là, la famille célébra l'événement non pas avec du caviar et de l'argenterie, mais avec une pizza à emporter dans le bureau. Les rires résonnèrent dans les bibliothèques. Vers l'avenir, dit Alexandre en levant son verre d'eau pétillante. Dylan le corrigea avec un léger sourire. À la famille. Les semaines qui suivirent apportèrent la preuve de ce que peu de gens avaient osé espérer. La crise a commencé à s'atténuer, comme l'avait prédit l'algorithme perfectionné par Tyler et Thomas. Morgan Investment a non seulement survécu, mais a également mené la reprise, créant un modèle de réinvention des entreprises fondées sur l'éthique et l'inclusion. Les conseils d'administration, autrefois obsédés par les bénéfices trimestriels, bourdonnaient désormais de discussions sur les programmes de mentorat, les laboratoires d'innovation pour les jeunes et les fonds de bourse d'études. Les jeunes des rues devenaient stagiaires, puis analystes, puis conseillers. Ça marche, a déclaré Ethan lors d'une réunion de famille, désignant une table remplie de données. Les entreprises sont plus stables. Les communautés sont plus fortes. Et la bonne volonté s'est traduite par une réelle croissance. Et les bourses médicales, demanda Alexandre. Dylan s'est illuminé. 3 nouveaux essais cliniques ont été approuvés cette semaine. Compte tenu de notre structure de financement. Mais la découverte la plus étonnante est venue de la santé même d'Alexandre. Ses marqueurs cancéreux avaient chuté de plus de 60%. Le protocole expérimental, autrefois considéré comme un dernier recours, était désormais documenté par des oncologues du monde entier. On appelle ça le protocole Morgan, dit Dylan avec un grand sourire. Ça pourrait faire économiser des milliers de dollars. Un après-midi, un fantôme du passé apparut. Eleanor est, l'ancienne assistante d'Alexander, dont la trahison avait failli le briser, se tenait dans son bureau. J'ai commis une terrible erreur, dit-elle d'une voix douce. Lawson m'a tout promis, puis il a disparu quand tout s'est effondré. Alexandre la regarda un long moment. Que veux-tu, Éléonore? Une chance. De regagner un peu de confiance. Je commencerai n'importe où. Même en bas de l'échelle. Alexandre se tourna vers Ethan, qui se tenait silencieusement à proximité. Qu'en penses-tu? Ethan réfléchit. Tout le monde mérite une seconde chance. Mais la confiance? Elle se mérite. Alexander hocha la tête. Il y a un poste vacant, coordinateur pour notre programme d'aide aux jeunes. C'est difficile. Pas très glamour. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent légèrement, mais elle hocha la tête. J'accepte. Au printemps, les Morgan se sont retrouvés à l'épicentre d'une révolution silencieuse. Les publications qui ridiculisaient autrefois Alexandre louaient désormais sa vision. Les analystes financiers étudiaient les modèles de ses fils. Des programmes sociaux inspirés par leurs idées fleurissaient dans les villes du pays. Un an jour pour jour après son diagnostic de maladie terminale, Alexander Morgan se tenait à la tribune de la Fondation Morgan pour les jeunes innovateurs, récemment inaugurée. L'élégant bâtiment, autrefois un entrepôt abandonné, bourdonnait désormais de vie, laboratoire, salle de classe et logement pour les jeunes en marge du système. Quand j'ai reçu mon diagnostic, commença Alexander d'une voix forte, je pensais approcher de la fin. Au lieu de cela, j'ai trouvé le début. Au premier rang étaient assis 5 garçons en costume bleu marine, chacun regardant l'homme qu'ils avaient sauvé avec une fierté inébranlable. Certains diront que j'ai été sauvé par la science, a-t-il poursuivi. D'autres y verront le mérite de la stratégie et des données. Les deux sont vrais, mais incomplets. Il les regarda, ses fils. Ce qui m'a vraiment sauvé, c'est d'avoir trouvé une famille. 5 âmes extraordinaires qui ont su discerner ma chance de ma solitude, mon pouvoir de ma peur. Et qui m'ont aimé malgré tout. Alors que la foule applaudissait, il était clair que le lancement de la fondation n'était pas seulement une étape importante, mais un mouvement. Le protocole Morgan aidait désormais les patients du monde entier. L'algorithme conçu par les jumeaux a redéfini les prévisions du marché et financé des initiatives mondiales. La sensibilité artistique de Lucas a façonné les espaces accueillants et inclusifs de la fondation. Ethan était devenu l'égal d'Alexander dans le monde des affaires, un jeune leader qui redéfinissait à quoi pouvait ressembler le pouvoir des entreprises. Après l'événement, tandis que les invités visitaient le nouveau bâtiment, Eleanor a présenté un groupe d'adolescents du programme de sensibilisation. Une fille s'est avancée nerveusement. Nous avons créé cette application, a-t-elle déclaré. Elle aide les enfants à trouver des endroits sûrs, refuges, cliniques, banques alimentaires.
Elle a montré comment cela fonctionnait, même hors ligne. Alexandre regardait ses fils se pencher vers lui, non pas comme des patrons, mais comme des pères, offrant des conseils, des encouragements et du respect. Ce soir-là, ils se retrouvèrent à la bibliothèque. Celle-là même où tout avait commencé. Alexander regarda Ethan. Le conseil d'administration vient de l'approuver. Tu es officiellement le plus jeune directeur général de l'histoire de la fondation. Ethan cligna des yeux. Tu es sérieux? Laissez-les parler, dit Alexandre avec un sourire. Les résultats sont plus éloquents. Dylan est entré avec le dernier rapport de laboratoire en main. Rémission complète, dit-il, rayonnant. Vous n'avez plus de cancer. Un silence s'abattit sur la salle. Puis, acclamation. Câlin. Rire. Et maintenant, demanda Lucas. On a fait tout ce qu'on avait prévu. Les yeux d'Alexandre parcoururent la pièce, cette famille improbable n'est non pas du sang, mais de la résilience et de l'amour. Pas tout, répondit-il. Il y a encore d'autres enfants. Encore d'autres histoires à réécrire. Les jumeaux échangèrent un regard, déjà plein d'idées. Un nouveau projet, ont-ils demandé à l'unisson. Alexandre sourit, le cœur rempli. Non, dit-il. Un nouveau chapitre.